Alors, comme vous avez vu, on a eu une conversation extrêmement intéressante sur la collaboration des fournisseurs de services dans les petites collectivités. J'ai bien apprécié la présentation de Frédéric sur le mouvement municipal au Nouveau-Brunswick, puis on a certainement des défis, mais aussi des opportunités qu'on pourrait saisir en tant que communauté. Alors, le prochain thème, dans le fond, qu'on va aborder, c'est quelque chose qui me tient quand même assez à cœur, de la résidence temporaire à la résidence permanente. On peut penser aux travailleurs temporaires, on peut penser aux étudiants internationaux. Éventuellement, l'objectif, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils passent assez de temps dans la communauté, est-ce qu'éventuellement, ils décident de se faire un chez-soi. Et c'est aussi peut-être mon histoire, parce que moi, je suis arrivé 14 ans passés ici à Moncton en tant que résident temporaire, en tant qu'étudiant international, pour éventuellement décider de rester ici. Alors, j'ai le plaisir de présenter les panélistes qui vont être avec nous, présidés par Madame Isabelle Violette. Alors, on a Lise-Marie Baudry, du Centre francophone de Toronto, sur l'extrême droite. L'extrême droite, juste où est-ce qu'elle se situe, pas en termes d'idéologie. On a Marie-Pierre Côté, de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, donc IRCC. Bonjour. On a Marie-Josée Groux, du gouvernement du Nouveau-Brunswick. On a M. Sean Morancy, de Réseau de liaison aux employeurs, Région de l'Atlantique. Et finalement, le professeur Leila Salle, de l'Université de Moncton. Madame Isabelle Violette est professeure adjointe au département d'études françaises à l'Université de Moncton. Ses champs de recherche sont les minorités linguistiques, l'immigration, le nationalisme linguistique ainsi que les idéologies linguistiques. Elle s'est principalement consacrée à l'étude des enjeux sociolinguistiques de l'immigration francophone dans la région bilingue de Moncton. Elle s'intéresse présentement aux dynamiques langagières d'intégration des travailleurs étrangers temporaires de la communauté acadienne de Cap-Pelé, Nouveau-Brunswick. Ses travaux de recherche sont notamment publiés dans les revues Anthropologie et Société, Minorités linguistiques et Société, Francophonie d'Amérique et dans divers ouvrages collectifs consacrés à la francophonie canadienne. Alors, je vous laisse avec les panélistes. Merci. Merci de cette présentation. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes donc rendus au dernier panel de la journée. Nous avons 5 panélistes cet après-midi. Donc, je les ai informés sur l'importance de respecter la douzaine de minutes qui leur est accordée pour que vous ayez l'occasion de commenter, poser des questions. Donc, sur le sujet qui nous intéresse, de la transition réussie de la résidence temporaire à la résidence permanente. Donc, on a notamment beaucoup discuté des différents statuts de catégories d'immigrants et justement, quand il y a été question d'immigration francophone, on a surtout misé au départ sur l'immigration économique. Alors, cet après-midi, je pense qu'on va pouvoir explorer d'autres avenues, dresser un portrait de cette transition-là selon des perspectives différentes mais complémentaires. Donc, on entendra des interventions des organismes d'accueil communautaires, des gouvernements fédéraux, provincial et également le point de vue des employeurs et aussi de la recherche. Qui mettra, donc à travers la perspective de la recherche, mettra de l'avant les récits des résidents temporaires, justement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la première panéliste, Lise-Marie Baudry, qui est la directrice générale du Centre francophone de Toronto. Qui a une feuille de route bien remplie. Alors, Lise-Marie Baudry occupe les fonctions de directrice générale du Centre francophone de Toronto, le CFT, depuis 2008. Son attachement à l'organisation remonte à de nombreuses années. Elle a d'abord été cliente, elle a siégé ensuite au conseil d'administration et elle en est devenue présidente du CA pour ensuite prendre la direction. Alors, depuis qu'elle en a pris la direction, le CFT a connu une expansion importante dans les services en établissement, dans les services d'emploi et tout récemment dans les services de santé mentale pour les jeunes. Lise-Marie Baudry habite Toronto depuis 28 ans. Elle a travaillé d'abord à TFO et à Radio-Canada, puis au gouvernement de l'Ontario. Et après avoir assumé le rôle de directrice générale de l'ACFO provincial, Madame Baudry a dirigé le Centre Oasis pour femmes
avant de retourner au gouvernement provincial où elle a œuvré à la création de nouveaux centres francophones pour les victimes d'agressions sexuelles. Alors, la présentation de Mme Baudry aujourd'hui s'intitule « Facteurs de rétention et d'inclusion des résidents temporaires à l'heure des changements démographiques dans la francophonie canadienne ». Mme Baudry. Bonjour tout le monde. Alors, ce que je vais vous présenter cet après-midi le plus rapidement possible, c'est justement quelle est l'approche du CFT pour assurer la rétention et l'inclusion des résidents et de faire poursuivre leur cheminement de résidents temporaires à résidents permanents. Et ça, cette approche-là, c'est une philosophie, c'est aussi une suite de petits et grands gestes. C'est pas une recette extraordinaire. Ce sont des choses simples à faire et à réaliser, mais il faut se donner la volonté puis les outils de le faire. Alors, tout d'abord, le Centre francophone de Toronto existe depuis 1989. Il a commencé comme une clinique médicale avec une douzaine d'employés et qui desservait à ce moment-là une clientèle qu'on qualifiait de souche. J'utilise les petits mots comme ça, les petits signes, et puis par la suite qui a grandi énormément en développant de nouveaux services selon les déterminants de la santé qui ont été émis par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 70. Donc, tous les éléments, les facteurs d'une vie qui ont un impact direct sur la qualité de la santé physique et mentale d'un individu, c'est-à-dire le logement, l'éducation, le statut socio-économique, l'accès aux services, l'environnement, etc. Et dans le cas de Toronto, on peut rajouter le statut d'immigrant ou de réfugié. Alors, au fil des ans, on a grandi énormément. On s'est amalgamé avec un autre organisme en 2004 et maintenant, on a une centaine d'employés et on donne des services dans 6 sites de services différents dans la grande région de Toronto. Alors, ces services-là sont évidemment gratuits. Ils sont offerts en français uniquement. Ils sont confidentiels. Et puis, on dessert plus de 25 000 clients par année. Alors, c'est super important de parler de ces services-là parce que l'ajout au fil des ans de ces services-là, un à un, a permis justement, en répondant aux besoins des gens qu'on servait, de les garder avec nous, de favoriser leur inclusion et leur cheminement dans leur société d'accueil. Et maintenant, on a des clients dans certains de nos services, comme les services de soins primaires, qui sont bien établis, qu'on a depuis 20 ans, 25 ans, mais qui n'ont plus besoin des services immédiats d'établissement, mais qui continuent à avoir besoin d'autres services et qui nous demeurent fidèles, même s'ils n'habitent plus dans la région immédiate de nos sites de services. Donc, ça, c'est un élément de rétention et d'inclusion. J'aimerais rajouter que, comme je le mentionnais tout à l'heure, la clientèle qui était visée au tout départ a énormément changé dans les années 90 et maintenant nous avons une clientèle qui est entre 75 et 80% formée de gens qui sont nés à l'extérieur du Canada. Donc il y a des nouveaux arrivants, très très nouveaux arrivants et des moins nouveaux arrivants. Cette approche de service multidisciplinaire, c'est-à-dire de prendre en charge un nouvel arrivant et de lui faire franchir toutes les étapes et lui faire rencontrer tous les éléments de service dont il a besoin, généralement sous un même toit, c'est vraiment une façon de favoriser et de retenir et de maximiser l'expérience du cheminement d'intégration dans une société. Et ça, c'est quelque chose qui a été prouvé à maintes reprises. Et il y a un professeur de l'Université York, le professeur François Garon, qui a fait quelques études là-dessus et qui a justement démontré que l'approche multidisciplinaire est une approche vraiment essentielle à ce genre de travail-là. Alors, le Centre francophone, maintenant, est devenu, par défaut, un pionnier dans ce domaine-là, a développé maintenant un modèle à imiter, un modèle que nous sommes prêts à exporter dans le reste de la province et le reste du Canada, certainement. Et ce qu'on a vécu
à Toronto et qu'on va continuer à vivre, fort possiblement, vous allez le vivre éventuellement dans les villes où vous êtes en ce moment, si ce n'est déjà le cas. Alors, on se rappelle que le gouvernement fédéral a promis qu'il y aurait 300 autres 1000 arrivants francophones dans la prochaine année. Mais malheureusement, dans le budget de la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup de sous qui accompagnaient ça. Alors, ça veut dire qu'on va tous faire face à la même chose. On va continuer à s'occuper de ces nouveaux arrivants-là. On va se retrousser les manches, puis on va continuer à les servir. C'est que Toronto soit la terre d'accueil de la majorité des nouveaux arrivants, francophones ou non, au Canada, ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont ailleurs. Le contexte évolue à travers le pays et puis les défis vont être similaires d'un océan à l'autre et à l'autre, comme mes collègues vont certainement le souligner et comme d'autres l'ont fait avant nous aujourd'hui. Alors, nous, les prestataires de services, on est vraiment on est la première ligne d'accueil de ces gens-là, de cette catégorie de clients-là, de nouveaux arrivants, et c'est vraiment à nous de nous adapter le plus rapidement possible et être le plus flexible possible pour répondre aux demandes émergentes. Alors, vous savez tous, on évolue dans un contexte où il y a toutes sortes de choses difficiles qui se passent dans le monde. Je ne vais pas passer à travers tous les détails, mais vous savez qu'il y a, au niveau des francophones, il y a beaucoup de problèmes dans les pays francophones en Afrique. Il y en a, dans certains cas, c'est du terrorisme, dans d'autres, c'est la guerre civile, dans d'autres, c'est la famine, etc. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de ressortissants haïtiens qui sont aux États-Unis de façon illégale, et il y en a d'autres qui attendaient depuis longtemps d'y entrer, qui sont aux portes du Mexique en ce moment, et qui, à cause des nouvelles positions des États-Unis, se voient à repenser leur prochaine destination. Alors, ceux qui sont aux États-Unis en ce moment ont peur d'être expulsés et ne veulent pas retourner en Haïti. Ils vont venir au Canada. Et ceux qui sont ailleurs pensent à recibler le Canada plutôt que d'essayer d'entrer aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut faire, il faut adapter les services pour rencontrer les besoins de ces gens-là, les adapter selon le genre de traumatisme et de situation qu'ils ont pu connaître. Alors, au niveau santé mentale, au niveau santé physique, nous avons développé des services en VIH-Sida. Nous avons développé des expertises au niveau abus sexuels, spécifiquement reliés à la guerre. Nous avons une équipe d'aide juridique qui a développé une expertise au niveau du droit des réfugiés, des demandeurs d'asile et de l'immigration, qui est sans comparaison nulle part ailleurs. En tout, sur la centaine d'employés que nous avons 35 employés qui ne travaillent qu'avec les nouveaux arrivants. Donc, c'est probablement la plus grosse équipe de ce type-là francophone à l'extérieur du Québec. On continue à s'adapter aussi sur les besoins d'une immigration qui est croissante. Statistique Canada nous a prévenu que dans les prochaines années, on va avoir une immigration accrue de l'Europe de l'Ouest parce que ça va pas excessivement bien dans l'Union européenne. Alors ça va être une nouvelle clientèle pour nous qui va avoir des besoins très différents de celles qui arrivent de l'Afrique. Il y a aussi un autre défi, c'est les arrivants du troisième âge, et lorsque les familles viennent avec les grands-parents et pas seulement les enfants, et il faut développer des services spécifiques pour répondre à leurs besoins. Ce qu'on fait, on a tellement de services, puis je sais que j'ai pas beaucoup de temps à passer à travers tout ça, mais pour favoriser la rétention, encore une fois, plus les services collent aux besoins exacts des demandeurs, plus ils vont se sentir accueillis, plus ça va être facile
pour eux de rester. Du côté d'emploi, évidemment, il y a la grande question de la reconnaissance des acquis, qui est un gros dossier. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a des programmes en place, ils sont pas assez nombreux, ils sont pas assez efficaces. Il faut continuer à travailler avec les ordres professionnels. Je sais que ça, c'est un enjeu dans toutes les provinces. Il y a quelque chose qui se passe autour de Toronto. Il y aura peut-être une université francophone qui va voir le jour. Il faut que cette université-là se concentre à des programmes qui vont être absolument axés sur les besoins du marché de l'emploi et qui peuvent également donner des mises à niveau pour les professionnels formés à l'étranger. Parce que ça, c'est un élément de rétention absolument nécessaire pour les francophones qui viennent chez nous. S'ils ne peuvent pas travailler dans leur domaine, s'ils sont trop sous-employés, ils vont avoir moins le goût de rester. Et ils vont avoir plus le goût de retourner s'ils peuvent le faire. Il faut aussi répondre aux réformes qui ont lieu dans les secteurs d'activité où nous évoluons, c'est-à-dire la santé mentale, l'immigration. Et notamment en ce moment, en Ontario, il y a une grosse réforme des soins primaires. Puis ça veut dire une décentralisation de l'offre de services. Donc, ça veut dire aller donner les services là où les clients se trouvent et non pas les forcer à se déplacer pour venir chez nous. Ça veut dire développer éventuellement des services à domicile. Ça revient à la mode. Développer de la télémédecine, de la télépsychiatrie. Et quelqu'un a mentionné plus tôt dans le panel précédent des cercles de conversation pour répondre à la pénurie ou la difficulté d'accès à des cours de langue qui sont subventionnés officiellement. Alors ça, c'est quelque chose d'autre qu'on fait. Alors, finalement, pour les prochaines années, je pense que ce sur quoi il faut se concentrer, c'est l'élargissement des services en santé mentale, mais dans d'autres secteurs également. Il faut instaurer des bons services d'accueil à l'aéroport Pearson. C'est un aéroport régional, c'est pas un aéroport municipal. C'est un aéroport qui sert tout le centre-sud de l'Ontario et par lequel passent beaucoup de francophones, mais il passe entre les mailles du filet, puis il faut vraiment des services très solides là pour les attraper et les connecter le plus rapidement possible à des bons services d'établissement et d'accueil en français et pour qu'ils puissent après ça être soutenus dans tout leur cheminement. Il nous faut aussi des meilleures données sur qui sont nos nouveaux arrivants francophones, d'où ils viennent, puis où ils arrivent et par où ils passent. Parce que d'un côté, on nous dit l'immigration est en baisse, d'un autre côté, nos conseils scolaires ouvrent des portes, des nouvelles écoles à chaque année. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les données qu'on nous donne. Et puis, il nous faut penser aussi à l'immigration secondaire. On a parlé beaucoup ce matin de la question de l'immigration des familles syriennes. Il y en a qui vont dans 1 an ou 2, se déplacer à l'intérieur du Canada. Et notamment, il y a des familles syriennes francophones au Québec qui, je crois, vont poursuivre leur cheminement vers d'autres provinces, que ce soit le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario. Puis ça aussi, c'est une problématique à laquelle il va falloir faire face. Alors, voilà, en terminant, le Centre francophone, ben moi, évidemment, il faut que je sois super, Je trouve qu'on a répondu à beaucoup de défis. Est-ce que tout se fait comme du beurre dans la poêle? Non. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Oui. Mais je crois que c'est aussi dans le travail de coalition qu'on peut trouver les meilleurs atouts, puis les meilleurs partenaires également, parce qu'il y aura jamais un seul organisme qui peut répondre à tous les besoins. Et puis, moi, je n'ai pas de problème à travailler non plus avec des organismes anglophones. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre Côté, qui va nous présenter qui va nous présenter l'entrée express. Donc, sa présentation s'intitule
Non, c'est en fait oui, c'est ça, le Québec. Merci. Alors, sa présentation s'intitule « Entrée express, parcours vers la résidence permanente pour les candidats qualifiés d'expression française ». Je vous la présente aussi également. Donc, Marie-Pierre Côté s'est joint au gouvernement fédéral en 2007 et travaille depuis 2009 au sein du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Marie-Pierre Côté est présentement directrice par intérim de la division sur la politique d'entrée express, ce sur quoi elle va nous parler aujourd'hui. Elle a une vaste expérience du développement de politiques et de programmes d'immigration et de citoyenneté, ainsi qu'une connaissance approfondie des programmes d'immigration. Madame Côté travaille également depuis 2014 sur le dossier de l'immigration francophone afin d'utiliser davantage le système Entrée express pour recruter un plus grand nombre d'immigrants d'expression française. Madame Côté a une maîtrise en études internationales de l'Université Laval et un baccalauréat en économie et politique de la même institution. Alors, voilà, la parole est à vous. Merci, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est ma 3e participation à une journée de réflexion. Puis je trouve toujours que c'est une journée qui est très importante, très intéressante pour avoir une conversation, pour réfléchir ensemble par rapport aux enjeux sur l'immigration francophone, pour partager nos expériences, mais aussi pour penser à des nouvelles méthodes novatrices pour assurer la vitalité des communautés francophones. Puis ça, ici, ça vient vraiment nous aider, nous, à Immigration, pour penser nos prochaines politiques. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et pardon. Okay. Donc, aujourd'hui, ma présentation a pour objectif de vous donner un aperçu de nos programmes d'immigration qui favorisent la transition vers la résidence permanente. Donc, vous allez voir, on en a plusieurs. Je prendrai aussi cette occasion-là pour vous parler un petit peu des résultats d'Entrée express par rapport à l'immigration francophone. Donc, Entrée express a maintenant un peu plus de 2 ans et on a des résultats assez positifs. Donc, on vous parlera de ça un peu plus tard. Et finalement, je vais vous expliquer les changements qu'on a récemment apportés au système Entrée express en novembre dernier. Donc, plusieurs de ces changements-là vont avoir un impact positif pour l'immigration francophone. Et je vais aussi parler de certains changements ou améliorations au système qu'on est en train également d'explorer pour le futur. Donc, au Canada, on a vraiment 2 sortes de migration. On a la migration temporaire et la migration permanente. Donc, quand on parle de migration temporaire, ici, on parle de visiteurs, d'étudiants, de travailleurs temporaires. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment au Canada de façon temporaire. Donc, on s'attend à ce qu'ils retournent dans leur pays à la fin de leur séjour, à moins, bien entendu, qu'ils décident de prolonger leur séjour en appliquant pour la résidence permanente s'ils se qualifient, bien entendu, et si leur demande est approuvée. On a également les catégories d'immigration permanente, donc familiale, réfugiée et économique. Ma présentation aujourd'hui va vraiment se focusser sur l'immigration économique et plus particulièrement sur la transition par le biais du système de gestion des demandes Entrée express. Donc, comme je vous ai dit, Entrée express est rentré en vigueur en janvier 2015. Et puis, c'est vraiment ça qu'on utilise maintenant pour gérer la plupart de nos demandes d'immigration économique pour le gouvernement fédéral. Alors, si je vais focuser un petit peu sur la migration temporaire avant de passer à l'immigration permanente. Donc, vraiment, typiquement, parmi les 3 catégories d'immigration temporaire, donc on parle de visiteurs, étudiants étrangers et travailleurs étrangers temporaires, c'est surtout les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires qui sont vraiment en bonne posture pour éventuellement transiger vers la résidence permanente. Les étudiants étrangers, donc les étudiants internationaux, au moment de leurs études, ne sont pas nécessairement éligibles à la résidence permanente. Par contre, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ils peuvent postuler pour obtenir un permis de travail post-diplôme qui leur permet d'acquérir de l'expérience de travail au Canada. Cette expérience de travail-là va leur permettre plus tard de se qualifier pour un de nos programmes d'immigration économique. Donc, il y a vraiment ici un but d'essayer de retenir nos étudiants étrangers pour qu'ils appliquent plus tard vers la résidence permanente. Et avec leur qualification, ils sont vraiment bien placés pour bien s'intégrer dans la société canadienne.
Par la suite, on a les travailleurs étrangers temporaires. Donc, ici, on a 2 catégories. On a la catégorie, je vous dirais, un peu plus de base, donc le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est lorsque vraiment un employeur cherche à embaucher quelqu'un, il n'est pas capable de trouver un Canadien ou un résident permanent pour faire le travail. Donc, il doit combler son besoin de main-d'œuvre dans un bassin extérieur. Pour ce faire, il doit, au préalable, obtenir le fameux étude d'impact sur le marché du travail, qui est fourni par le ministère de l'Emploi et du Développement social Canada. On a également le programme de mobilité internationale. Donc ça, c'est un programme qui est assez intéressant parce qu'il permet à un employeur d'embaucher un étranger sans avoir à obtenir l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, on parle ici des emplois qui sont obtenus par le biais de l'accord de libre-échange nord-américain. On parle des échanges intra-compagnies. On parle également de l'expérience internationale Canada et, comme vous connaissez bien également, mobilité francophone qui a été introduit en juin 2016. Donc, les gens qui viennent de façon temporaire pour travailler au Canada par mobilité francophone n'ont pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, ce qui est un gros plus pour les employeurs et pour attirer des francophones à venir travailler au Canada. Donc, ces gens-là sont bien placés, ils sont déjà au Canada, ils ont l'expérience au Canada, ils sont déjà en contact avec des employeurs, donc sont vraiment bien placés pour transitionner vers la résidence permanente. Nos programmes économiques de résidence permanente représentent environ 55 à 60 de nos admissions annuelles au Canada pour les résidents permanents. Donc, on a 3 gros programmes, 3 programmes principaux au niveau fédéral. Donc, il y a les travailleurs qualifiés fédéral, les travailleurs de métiers spécialisés et la catégorie de l'expérience canadienne. Ces 3 programmes-là, maintenant, doivent passer par entrée express. Donc, avant 2015, c'était possible d'appliquer un de ces programmes-là directement. Maintenant, pour le faire, il faut soumettre un profil entrée express et être invité à présenter une demande. On a aussi le programme des candidats des provinces. Donc ça permet aux provinces de nominer des gens qui viennent vraiment répondre à leurs besoins de main-d'œuvre spécifiques régionales. Donc, pour le programme des travailleurs qualifiés, ce sont typiquement des gens qui vont être à l'extérieur du Canada, mais ça peut aussi être des gens au Canada qui se classent pour ce programme-là. C'est des gens qui ont un haut capital humain, un haut niveau de capital humain, et on parle ici de professions qui entrent dans la classification nationale des professions O, A ou B. Donc, O étant gestion, ça inclut par exemple les cadres supérieurs. A, ce sont les professionnels, donc médecins, ingénieurs, dentistes, professeurs, enseignants, architectes, par exemple. Et B, ce sont les métiers spécialisés, donc les chefs, les plombiers, les électriciens, etc. On a également le programme des travailleurs de métiers spécialisés. Ici, on vise particulièrement les gens dans les métiers spécialisés. Et finalement, la catégorie de l'expérience canadienne. Qui est vraiment pour les gens qui sont déjà au Canada. Donc, c'est vraiment notre programme principal pour les gens qui sont déjà au Canada, qui ont acquis une expérience de travail ici. Donc, ça prend 1 an. Les gens doivent avoir une expérience d'au moins 1 année avec un employeur ici au Canada pour se qualifier pour la catégorie de l'expérience canadienne. Oui, je vais essayer d'aller vite. Donc, pour ce qui est d'entrée express, comme je vous disais maintenant, les gens qui veulent se classer pour un de nos 3 programmes fédéraux ou pour une portion du programme des candidats des provinces doivent maintenant passer par entrée express. Donc, soumettre un profil. Si ils rencontrent un de nos programmes, ils sont admis dans le bassin entrée express. Une fois admis dans le bassin entrée express, on a ce qu'on appelle le système de classement global qui vient assigner un pointage à tous nos candidats. Donc, c'est en fonction de leur niveau de langue, en fonction de leur expérience de travail, en fonction de leurs études et en fonction de leur âge, mais également s'ils ont une offre d'emploi ou s'ils ont une nomination d'une province. Ce sont tous des facteurs qui vont faire en sorte qu'une personne va avoir plus de points dans le bassin entrée express. Ensuite, on va mettre les gens en rang en fonction de leur pointage. Donc, il va y avoir un classement. Et on fait des invitations à présenter des demandes environ à chaque 2 semaines. Et ce sont les meilleures personnes qui sont invitées à présenter une demande. Donc, si on fait une ronde d'invitation de 3000 personnes, ce sont les 3000 personnes avec le meilleur pointage d'entrée express qui seront invitées à présenter une demande.
Ici, je vais passer assez rapidement. Ce ne sont pas des programmes qui font partie d'Entrée Express. On a ici le Québec. Donc, le programme du Québec. Le Québec gère entièrement ses programmes d'immigration. Et on a 2 programmes un petit peu plus petits, donc les gens d'affaires et les aidants familiaux. Et puis plus tard, Sean va aussi parler, qui n'est pas ici là, pour l'instant, mais le programme du pilote de l'Atlantique. On a fait plusieurs consultations avec les communautés francophones depuis les dernières années. Et puis, une chose qu'on a beaucoup entendue, c'est l'importance d'essayer de cibler les gens qui sont déjà ici comme étudiants. Donc, nos étudiants étrangers, ils sont déjà bien placés pour s'intégrer dans notre société. C'est ce qu'on a entendu pendant nos consultations. Puis, bon, on est heureux de vous dire qu'en novembre dernier, on a décidé de donner plus de points aux gens qui ont étudié au Canada afin d'aider leur transition vers la résidence permanente. Donc, augmenter leurs chances d'être invités sous Entrée Express. Donc, ici, on vous donne un exemple de ce que pourrait être le parcours d'un étudiant étranger, donc du moment où il demande un permis d'études jusqu'au moment où il soumet une demande d'Entrée Express et est invité à présenter une demande sous Entrée Express. Donc, vraiment, les étudiants sont très bien placés pour réussir dans notre bassin. Par la suite, un gros programme, comme je mentionnais plus tôt, c'est Mobilité francophone. Une autre chose qu'on a beaucoup entendue lors de nos consultations, c'est l'importance de reconnaître l'exemption d'études d'impact sur le marché du travail qui existe sous Mobilité francophone, de la reconnaître sous Entrée Express. Quand Entrée Express était lancé, les gens qui avaient bénéficié de cette exemption-là ne pouvaient pas l'utiliser dans Entrée Express pour reconnaître leur offre d'emploi. Donc, depuis novembre dernier, on a décidé que cette étude d'impact sur le marché du travail-là, qui est exemptée, donc cette offre d'emploi-là serait reconnue sous Entrée Express, à condition que les gens aient travaillé pour cet employeur-là au moins 1 an. Donc, très bientôt, en juin prochain, on commencera à voir des gens qui sont venus au Canada par le biais de Mobilité francophone et qui obtiendront des points dans Entrée Express grâce à leur offre d'emploi. Je dis juin prochain parce que Mobilité francophone est rentrée en vigueur en juin dernier, donc 1 an d'expérience de travail au Canada. Et donc, en juin cette année, on devrait commencer à voir ces gens-là. Un autre exemple, c'est Expérience internationale Canada qui permet à des jeunes de venir travailler au Canada jusqu'à 24 mois. Donc là aussi, c'est une autre façon d'acquérir de l'expérience de travail au Canada et de bien se positionner sous Entrée Express. Alors, je vais passer à quelques résultats, un aperçu, en fait, des candidats francophones dans le bassin Entrée Express. Donc, les francophones, vraiment, ils sont en bonne posture sous Entrée Express. Et depuis le début d'Entrée Express, on voit quand même des résultats positifs pour les francophones. Une chose, par contre, qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de francophones dans le bassin Entrée Express. En 2016, il y avait seulement 1% de francophones dans le bassin Entrée Express. Maintenant, on est à environ 1,4%. Donc, j'imagine que la promotion qui a été faite à l'étranger et au Canada a sûrement eu un impact positif sur cette augmentation-là de francophones. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que vraiment les francophones se font très bien dans le bassin Entrée Express. Donc, je vous ai mis ici la médiane des scores du score de système de classement global. Donc, pour les candidats d'expression française, la médiane est de 431, donc c'est qui est un très bon score. Tandis que pour tous les autres candidats Entrée Express, la médiane est de 379. Donc, vraiment, les francophones, souvent, sont bilingues, donc ça l'aide, ça donne des points supplémentaires. Donc, connaître une langue, ça donne des points, mais connaître une deuxième langue donne des points supplémentaires dans Entrée Express. Donc, c'est vraiment une catégorie de personnes qui peuvent bien réussir dans Entrée Express. En 2016, il y a eu 888 candidats d'expression française qui ont été invités à présenter une demande. Donc, si je parle juste des candidats, c'est sûr qu'eux sont venus également avec des membres de leur famille, donc ça augmente le nombre de francophones qui viennent. Et puis, en termes de pourcentage, en 2015, on avait envoyé environ des invitations à 2% des candidats d'expression française, tandis qu'en 2016, 3%. Donc, vraiment, ça l'augmente. C'est une bonne nouvelle. Je me dépêche, mais je pense que c'est important de vous donner ces données-là parce qu'on a vraiment des bonnes nouvelles. Je vous ai mis un tableau avec les pays de citoyenneté. Donc, la France, bien entendu, c'est pas une surprise, mais aussi le Maroc, Belgique, Algérie, Cameroun. Donc, ça, c'est les pays principaux de la provenance des candidats francophones qui sont dans le bassin Entrée Express.
Et puis, en termes d'admission, donc on fait des invitations à présenter une demande, mais en termes d'admission, il y a également eu une augmentation. Donc, en 2016, c'est environ 3% des personnes admises au Canada sous entrée express qui étaient des candidats d'expression française. Donc, c'est une bonne amélioration. Pour ce qui est des programmes fédéraux sous entrée express, c'était 3,3%. Par contre, pour ce qui est du programme des candidats des provinces, c'était plutôt à 1,4% des admissions qui viennent de gens qui ont été nominés par une province sous entrée express. Mais c'est quand même des bonnes nouvelles, une amélioration. Les changements, donc en novembre dernier, on a fait plusieurs changements. J'en ai parlé déjà. Mobilité francophone, maintenant les exemptions aux études d'impact sur le marché du travail peuvent être acceptées sous entrée express, donc très bonne nouvelle. On donne des points maintenant aux personnes qui ont étudié au Canada. Donc c'est une autre façon d'aller retenir les francophones qui sont venus ici pour étudier. Les offres d'emploi valides, maintenant, doivent être seulement de 1 an ou plus. Avant, c'était indéterminé, donc ça rendait un petit peu difficile pour certains employeurs d'embaucher des personnes. On a aussi réduit le nombre de points pour les offres d'emploi afin de permettre d'inviter plus de gens avec un haut capital humain plutôt que des gens qui ont des offres d'emploi seulement. Donc, tout ça a eu des impacts assez positifs. Je pense que je vous l'ai dit un petit peu tout le long de ma présentation pour les francophones. Donc, en 2017, jusqu'à maintenant, on a déjà invité 500 candidats d'expression française par rapport à l'année dernière où on était à 888. C'est sûr qu'on a aussi grandement augmenté nos rondes d'invitation. Donc, nos rondes d'invitation on sont en moyenne maintenant de 3000 candidats et plus. Donc, ça aussi, ça l'aide à aller chercher plus de francophones. Et puis, pour l'avenir, au cours de nos consultations, on en a parlé beaucoup, de la possibilité d'allouer des points aux candidats d'expression française. Donc, de notre côté, on continue à faire nos devoirs et à considérer ces options-là. Donc, on espère pouvoir utiliser Entrée Express davantage dans le futur afin de donner des points supplémentaires aux gens qui sont francophones. On considère aussi donner des points supplémentaires aux gens qui ont des frères ou des sœurs au Canada. Donc, c'est une autre chose que le ministère explore, qui faisait partie aussi de nos consultations qu'on a fait au cours des dernières années. Et puis, finalement, une chose qu'on a beaucoup entendue des communautés et qu'on travaille également à mettre en œuvre, c'est d'utiliser le système Entrée Express qui est complètement électronique maintenant pour envoyer des messages ciblés aux candidats Entrée Express d'expression française pour leur parler des communautés francophones, donc pour leur laisser savoir qu'il y a un fait français hors Québec, qu'il y a possibilité de vivre en français hors Québec. Donc, ça serait des messages qui seraient envoyés aux candidats d'expression française dans le bassin Entrée Express. Donc, voilà sur quoi on travaille pour les prochaines étapes. Ce qui est vraiment bien avec Entrée Express, c'est que c'est un système qui est flexible, qui nous permet d'essayer plein de choses et puis de voir les résultats et de les analyser. Donc, on a vraiment une grande banque de données maintenant. Donc, c'est vraiment positif de notre côté. Voilà. Merci, Marie-Pierre. Alors, à la demande des deux panélistes concernés, on va faire un petit changement dans l'ordre. Donc, je fais signe ici. Ça va être M. Sean Morancy qui va faire sa présentation puisqu'il va parler au niveau de l'Atlantique. Il va présenter un programme, un projet pilote. Et ensuite, Marie-Josée Groux, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, nous en parlera pour la province. Alors, je vais présenter Sean Morancy. Si je peux trouver. Oui, voilà. Alors, Sean Morancy a un parcours assez transnational. Il est agent de liaison avec les employeurs présentement, mais il est né à Victoria. Il a grandi à Winnipeg et à Ottawa avant de finir ses études à Queen's University à Kingston. Il a rejoint Citoyenneté et Immigration au Canada comme agent du service extérieur en 2001 et a fait sa première affectation à l'étranger à Nairobi, Kenya, comme agent des visas et ensuite agent de liaison à l'ASFC. Après des postes au Canada, il est retourné à nouveau à l'étranger, au Sri Lanka et au Vietnam, cette fois-ci, comme gestionnaire adjoint et ensuite gestionnaire du programme d'immigration, avant de revenir au Canada comme agent de liaison avec les employeurs d'IRCC pour le Canada Atlantique depuis 2015. Alors voilà, Sean, à vous la parole. Merci, Isabelle. Oui, une ampleur de titre comme fonctionnaire. Bon, on va regarder donc
de façon assez vite, on va filer par les diapos. Je sais qu'un autre discours en technique, peut-être en immigration, tard l'après-midi, c'est pas le plus excitant. Je vais soulever les points saillants, donc, pour le projet pilote en matière d'immigration dans le Canada atlantique. Alors, vous voyez que c'est créé au sein de la stratégie de la croissance pour l'Atlantique. C'est seulement une partie composante de cette stratégie, mais ça vise l'immigration. Alors, vous voyez, c'est en collaboration avec les provinces, bien sûr, et ça va durer 3 ans de projet pilote. Alors, dont la première année, on vise un maximum de 2000 demandes à traiter de résidence permanente, reparties parmi les 4 provinces atlantiques selon leur proportion de la population atlantique, bien sûr. Ce qui est un peu différent maintenant avec le projet pilote contre les programmes qui existaient déjà pour la résidence permanente économique, c'est que ce sera vraiment les employeurs, la force motive du programme. Alors, tous les candidats qui vont faire demande de résidence permanente au sein du projet pilote auront besoin d'une offre d'emploi d'un employeur dans la région atlantique. On va mettre vraiment l'accent sur la rétention de ces immigrants dans la région atlantique. On va voir comment ça va marcher. Bon, il y a un peu là les critères. Tout ceci, les informations sur les critères des programmes se trouvent aussi sur le site Internet du ministère. Je ne vais pas rentrer vraiment en détail, mais vous pouvez voir qu'on va viser du monde avec une certaine expérience de travail, que ce soit au Canada ou à l'étranger. Et aussi, en plus, le 3e volet vise les diplômés sortant des institutions postsecondaires dans la région atlantique. Alors, on peut voir comment, dans le cas, par exemple, des travailleurs temporaires ou des étudiants internationaux, comment on peut faire la transition via les projets pilotes de résidence temporaire vers la permanence aussi. Les critères, on a, en collaboration avec les provinces, bien sûr, développé des critères qui sont comparativement plus souples, avec un peu moins exigeants, surtout, par exemple, pour les diplômés internationaux. On n'exige aucune expérience de travail pour ceux qui ont déjà fait leurs études dans la région atlantique, ce qui est vraiment différent, vis les programmes que Marie-Pierre vous a présentés. Bon, en regardant les responsabilités réparties parmi les employeurs, les fournisseurs de services, les provinces, le fédéral, vraiment, c'est les employeurs qui vont sélectionner ces nouveaux arrivants. Ceux qui vont avoir l'offre d'emploi seront sélectionnés par les employeurs, bien sûr, pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. Il y aura un partenariat entre ces employeurs et les fournisseurs de services en matière d'établissement, vraiment, pour faire le lien, pour aider le nouvel arrivant et leur famille d'accéder aux services d'établissement et d'intégration. Vraiment, c'est là où on vise l'établissement plus rapide et et plus approfondie, en fait, une intégration plus approfondie en région pour assurer une rétention. Les provinces, bien sûr, sont nos partenaires dans ce projet pilote qui vont gérer, en fait, la première interface où les employeurs vont chercher leur désignation, faciliter ces liens entre les employeurs et les autres services. Ensuite, regarder le plan d'établissement que le candidat aura fait faire auprès des services d'établissement. Regardez le statut de l'employeur, le candidat, le plan d'établissement, et ensuite approuver le tout avant que le candidat va pouvoir faire sa demande de résidence permanente auprès d'IRCC. Alors là, vous voyez, l'administration globale du projet pilote reste avec IRCC ainsi que le traitement de la demande de résidence permanente. Mais vraiment, c'est seulement un peu la fin du processus qui reste au fédéral à ce point-là. Les organismes, les fournisseurs de services, centres d'accueil et de l'établissement, c'est eux qui vont travailler avec l'employeur et le candidat avant leur demande pour faire une évaluation de leurs besoins en établissement et intégration. Ensuite, bien sûr, ils vont aussi fournir les services une fois que les nouveaux arrivants sont sur place. Voilà, vous voyez un peu la diagrammatique, comment ça va marcher. On va avoir
Bien, vous voyez, la désignation, en premier, c'est l'employeur qui doit demander la désignation auprès de la province particulière pour participer au projet pilote. Après ça, une fois désigné, l'employeur est libre d'aller recruter, chercher son candidat, que ce soit quelqu'un déjà au Canada, peut-être même un travailleur temporaire déjà au travail au sein de l'entreprise, ou des candidats à l'étranger, comme nécessaire. L'employeur, une fois que le candidat est trouvé, va l'aider, le candidat, à avoir son évaluation de besoins et faire le plan d'établissement avec un fournisseur de services, un centre d'aide en établissement. Si la personne est déjà au Canada, il y en a plusieurs déjà dans la salle, là, vous êtes sur le terrain, ou bien avec un des services pré-départ pour ceux qui restent toujours à l'étranger. Ça fait, ce serait le temps là, de l'employeur de retourner à la province pour chercher l'approbation de tout le paquet ensemble pour permettre au candidat là, de déposer sa demande de résidence permanente si la province approuve positivement. Pour les employeurs qui ont un besoin plus criant là, pour le main-d'œuvre, pour permettre aux travailleurs d'entrer au Canada pour commencer au travail avant d'avoir la résidence permanente, il y aura aussi une option de permis de travail temporaire, mais qui engage le demandeur, bien sûr, aussi de faire sa demande de résidence permanente. Et une fois que c'est reçu au ministère, IRCC, la demande de résidence permanente, le ministère a engagé de traiter ces demandes en 6 mois ou moins, de la même façon qu'on fait pour Entrée Express, mais sur papier. Bon. Une fois que le candidat approuvé arrive avec sa famille, il peut commencer à travailler, soit avec le permis de travail ou en tant que résident permanent. C'est l'employeur qui peut faciliter son accès aux services d'établissement, qui peut lui aider à répondre à ses besoins en ce qui concerne l'établissement, non seulement de l'employé, mais aussi de sa famille. On va demander aux provinces de surveiller les efforts des employeurs, s'assurer la conformité. Et vraiment, l'objectif, là, comme j'ai déjà mentionné, c'est d'appuyer une intégration rapide et approfondie dans la communauté, de la famille entière, pour assurer la rétention durable, vraiment pour adresser aux défis démographiques et économiques de la région atlantique. Oui. Bon. Pour avoir un succès, en regardant les prochaines étapes, vraiment, il va falloir un effort généralisé là, parmi tous nous autres dans la salle, tous les intervenants, non seulement le gouvernement, aussi les employeurs, les communautés, les services d'établissement, à sensibiliser et mobiliser les employeurs, surtout sur le plan linguistique, parce que c'est la responsabilité des employeurs de sélectionner les candidats. Alors, bien sûr, si les employeurs s'intéressent à des candidats, soit bilingues, soit francophones, on sait bien, d'après mes collègues dont vous avez déjà entendu ce matin, et à plusieurs reprises, qu'on a des appuis, il y a des supports disponibles pour aider aux employeurs à trouver ces candidats à l'étranger. Mais ça reste aussi une réalité que ce n'est pas nécessairement tous les employeurs qui ont besoin nécessairement d'un francophone dans un poste. Mais s'il y en a qualifiés, bien sûr, qui peuvent combler aux besoins, ils s'intéresseront, mais ça reste à nous tous de les sensibiliser des possibilités. Ensuite, bien sûr, suite à l'arrivée, c'est les communautés ainsi que les fournisseurs de services et autres qui vont appuyer les efforts des employeurs pour avoir un établissement et une rétention réussite. Un peu d'expérience jusqu'à date, seulement de mon point de vue jusqu'à date, quand les employeurs me contactent de temps en temps, demander des renseignements, jusqu'à date, on voit qu'ils visent des candidats, je dirais, à moindre risque. Alors, ceux qui sont déjà employés au sein de l'entreprise comme travailleurs temporaires
ou des diplômés internationaux au Canada, dont on les connaît déjà, les employeurs. On est confiant que cette personne pourra continuer au sein de l'entreprise. Et aussi, on voit qu'il y aura probablement des besoins d'établissement plus faciles à combler, peu de besoins, comme ils sont déjà sur le territoire canadien depuis un bon bout. Aussi, les employeurs, ils semblent intéressés à combler leurs besoins au niveau C, de compétences intermédiaires de CNP, dont on manquait des options auparavant dans les programmes fédéraux. Comme vous avez entendu présenter Marie-Pierre, on visait surtout dans les programmes fédéraux des travailleurs hautement qualifiés. Maintenant, au sein du projet pilote, c'est possible de faire venir des travailleurs à qualification intermédiaire. Alors, vous voyez, transformation de fruits de mer, centre d'appel, manufacture. On a déjà entendu aussi industrie volaille dans la région. Alors, ce sont des nouvelles opportunités à recruter du monde à travers un projet pilote, un programme fédéral. Et bien sûr, la continuation, on va avoir encore de travail de promotion, ce que je fais aussi avec mes collègues de la province, ainsi que la surveillance, bien sûr, de la production de rapports et l'évaluation du programme. Comme c'est un projet pilote, on va voir vers la fin si on a eu les résultats qu'on avait visés, bien sûr. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jean. Alors maintenant, je vais céder la parole à Marie-Josée Groux qui va nous parler finalement de l'impact de ce projet pilote sur les objectifs d'immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Alors, Marie-Josée Groux compte près de 20 années d'expérience dans la fonction publique provinciale au Nouveau-Brunswick. Elle a surtout travaillé en communication et marketing au sein de plusieurs ministères, faisant d'elle une employée polyvalente et efficace. En 2013, elle a accepté le poste de responsable des initiatives francophones pour la division de la croissance démographique, poste qu'elle occupe encore aujourd'hui. Dans le cadre de ses fonctions, Marie-Josée travaille de près avec de nombreux intervenants de l'immigration francophone et cherche à attirer des familles francophones et francophiles qui sauront s'adapter et prospérer au Nouveau-Brunswick. Alors, Marie-Josée. Merci. Il n'y a rien de plus difficile pour un fonctionnaire de faire sa biographie. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que j'étais efficace. Il faut se lancer des fleurs. Ma présentation est très courte. J'ai 6 diapos. Mais avant de commencer, je vais passer un petit message à mon ami Frédéric Dion. On ne va pas en voyage quand on fait du recrutement à l'international. Mon amie Sarah, Rénal, Jacinthe, Maddy et toute l'équipe du Nouveau-Brunswick, on peut vous dire que quand Louise Van Winkle et son équipe organisent Destination Canada, c'est pas des vacances. Mais le vin quand même bon. Merci, Caroline. Donc, moi, je vais vous parler de l'impact des récents changements en immigration sur les objectifs d'immigration francophone pour le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, en 2014, s'est doté d'un plan d'action pour favoriser l'immigration francophone avec un objectif d'accueillir 33% de nos familles qui soient d'origine francophone d'ici 2020. C'est des objectifs qui ont été établis avec l'aide de la communauté. Les gouvernements étaient de la part, mais c'est aussi la communauté qui a développé. Pourquoi 33%? Bien, évidemment, c'est l'équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick, c'est la proportion des francophones du Nouveau-Brunswick, donc c'est important de maintenir ce poids linguistique au Nouveau-Brunswick. Donc, on a décidé d'établir une cible à 33%. Donc, en 2014, on se dote d'un plan. Le Nouveau-Brunswick, on a un petit programme des candidats. C'était 625 nominations. Donc, ça va bien. Nos objectifs sont sur 625. En 2015, nous arrive l'entrée express. Chapeau, on a 425 certificats de nomination de plus. Maintenant, on a 1050. Avec l'avenue du projet pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique, maintenant, on est rendu à près de 1700 nouvelles familles qui peuvent s'établir au Nouveau-Brunswick de par l'immigration. Vous voyez que le défi du recrutement et de l'atteinte du 33% grandit d'année en année, ce qui est excellent. Mais en même temps, c'est des opportunités, mais ça représente également des défis.
Donc, au niveau du projet pilote en matière d'immigration atlantique, moi, j'ai fait une analyse un peu plus simple que celle de Sean. Donc, la promotion, juste pour vous dire, question de responsabilité. Donc, la promotion auprès des employeurs, c'est la responsabilité de la province. Tout ce qui est traitement de dossier pour la résidence permanente, puis je pense pas qu'il l'ait mentionné, mais c'est une résidence permanente accélérée. Hein? On leur dit 6 mois pour l'obtention de la résidence permanente dans 80% des cas. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez positif. L'intégration, c'est la responsabilité des employeurs, une responsabilité accrue qui était peut-être pas là au départ. C'est la responsabilité des services d'établissement, mais c'est surtout la responsabilité des communautés. Ma collègue Kim de la région Chaleur l'a mentionné tout à l'heure. Et s'ils ont un taux de rétention de 98%, c'est pas un hasard, c'est qu'ils ont vraiment trouvé un moyen de garder leur famille, de leur faire sentir qu'ils font partie de la communauté. Donc c'est important. La rétention, c'est le travail de tous. Faut pas s'en tenir juste aux instances gouvernementales parce que ça arrivera pas. Donc, du côté des employeurs du Nouveau-Brunswick qui sont intéressés par le projet pilote, on a reçu 125 déclarations d'intérêt. Donc, on leur a demandé de déclarer leur intérêt à vouloir utiliser le projet pilote ou le programme régulier candidat des provinces. Donc, ces 125 employeurs-là nous ont identifié plus de 800 positions, 800 postes qu'ils aimeraient pourvoir avec des travailleurs étrangers. Donc, vous voyez que c'est quand même une belle opportunité, étant donné que le projet pilote a été rendu ou officialisé, c'est un anglicisme, le 6 mars dernier. Donc, on a quand même beaucoup de beau travail qui a été fait. Donc, c'est quand même intéressant. Oh, j'ai oublié de changer mes... C'est pas grave. Hey, j'ai oublié, excusez. Donc, l'objectif premier du projet pilote, c'est d'attirer et de retenir des talents provenant de partout dans le monde, tout en appuyant la croissance de la population et en comblant les pénuries de travailleurs. Donc, comme je dis, ça, c'est beau, c'est bien, c'est les employeurs qui ont demandé ça. Hein. On a des besoin de travailleurs, des pénuries de main-d'œuvre qui sont chroniques. Même dans des provinces où le taux de chômage est un peu plus élevé, c'est contre-intuitif de penser qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est une réalité. C'est pas parce qu'on a un certain segment de la population qui est au chômage qu'on n'a pas des besoins à combler. Et ces besoins-là nous ont été identifiés dans toutes les catégories d'emploi. Marie-Pierre a mentionné les catégories 0A, B ou C. Pour ceux qui travaillent en immigration, vous savez qu'est-ce que c'est. Donc, les besoins qui ont été identifiés sont vraiment dans toutes ces catégories-là et même les catégories D qui peuvent être accommodées via le programme des candidats de la province. Donc, plus de nominations, plus d'opportunités. Donc, ça donne l'occasion aux employeurs d'avoir accès à une main-d'œuvre dont ils ont besoin. Hein. On nous dit qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre criante. Donc, le gouvernement fédéral leur propose un projet qui devrait leur faciliter la vie un peu en ayant accès à des travailleurs étrangers. C'est une occasion pour les employeurs qui font face à une pénurie chronique d'embaucher des travailleurs étrangers sans EIMT. Donc, la fameuse étude d'impact environnemental, on n'en a pas besoin pour le projet pilote. C'est aussi l'occasion pour certaines communautés de sauvegarder certains acquis. Hein, il y a des communautés, puis c'est ça un peu, c'est une occasion, mais c'est aussi un défi. On a des communautés qui sont plus rurales, qui ont un grand besoin de main-d'œuvre, mais eux, en plus d'un grand besoin de main-d'œuvre, ce qu'ils veulent, c'est sauver la petite école, c'est sauver leur église, c'est sauver leur épicerie. Donc, c'est important que ça soit une approche concertée de tout le monde pour pouvoir vraiment s'assurer que ces gens-là restent. Hein, parce que quand même, une résidence permanente accélérée, c'est une belle opportunité, une belle occasion, mais c'est aussi un grand défi. Tout le monde sait, une fois qu'on a notre résidence permanente, on peut se déplacer partout au Canada pour aller vers nos provinces voisines. C'est pas grave s'ils vont en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard ou en Atlantique. On a une approche régionale, puis ça nous fait plaisir. C'est un projet pilote. Non, mais c'est vrai. C'est quand ils se déplacent plus vers l'Est, puis on veut pas insulter personne. C'est juste que on essaie de vers l'Ouest, excusez. On essaie de les garder à l'Est. Donc, c'est aussi une occasion de faire croître la population de la province, d'augmenter l'immigration en milieu rural. Comme je le disais, on a beaucoup de défis de main-d'œuvre situés dans les régions rurales. C'est pas toujours facile. C'est le même défi partout. Hein. C'est pas parce qu'on est dans une petite province. Je suis pas mal certaine que les plus grandes provinces ont le même défi, c'est d'attirer des immigrants en région rurale et pas seulement vers les grands centres urbains.
C'est aussi une occasion pour les étudiants étrangers diplômés d'obtenir leur résidence permanente rapidement. On a beaucoup de nos diplômés étrangers, surtout, en fait, des institutions francophones, de l'Université de Moncton, du Collège communautaire, qui veulent demeurer après leurs études. Donc, c'est important de saisir cette occasion-là. C'est une occasion en or. Ils sont éduqués au Canada. Ils ont déjà vécu ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est important de faire quelque chose pour eux, pour leur faciliter la résidence permanente. Les défis maintenant. Comme Sean l'a mentionné tout à l'heure, le projet pilote, c'est un projet qui est dirigé par les besoins de main-d'œuvre des employeurs. S'il y en a qui sont propriétaires d'entreprise ou qui ont déjà géré une entreprise, vous savez que ce qui est important, c'est la marge de profit. Évidemment, de leur faire comprendre qu'il faut aussi qu'ils prennent en considération la communauté d'accueil, c'est pas toujours facile. J'ai des discussions régulières avec mes employeurs pour leur dire, bon, ben, vous voulez aller recruter dans le pays X. Quelle langue ils parlent dans le pays X? OK. Toi, dans ta communauté, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, j'ai pas d'école anglophone, j'ai juste des écoles francophones. OK. Qu'est-ce que vous avez comme service religieux? Ah, une église catholique française. OK. La madame à l'épicerie, le monsieur qui travaille au garage, j'aurais dû inverser ça. Le monsieur qui travaille à l'épicerie, la dame qui travaille au garage. Quelle langue ils parlent? Ah, ils parlent français. Ben, penses-tu que si on va recruter dans ce pays-là où leur première langue canadienne est l'anglais, ça va faciliter leur intégration? Ils vont avoir tendance à s'expatrier plus rapidement? Ah, ouais, t'as peut-être raison. Donc, c'est vraiment ce dialogue-là qu'il faut avoir avec nos entrepreneurs. En plus de les aider avec la main-d'œuvre, ben, il faut vraiment leur faire reconnaître que la communauté d'intérêt, c'est aussi important quand on essaie de cibler un pays où on va aller recruter des travailleurs. Aussi, c'est un des défis, mais c'est d'attirer des immigrants dans les régions francophones, souvent plus rurales. Au Nouveau-Brunswick, les régions francophones, la majorité sont en région rurale. On pourrait quand même défendre que la région de Moncton est plus bilingue, mais ça reste pas une région francophone. Les francophones sont quand même en minorité dans la région du Sud-Est, mais c'est quand même une région qui a un assez grand pôle d'attrait. Mais il y a d'autres régions beaucoup plus francophones du Nouveau-Brunswick où on a besoin de main-d'œuvre. Puis grâce au projet pilote, on espère pouvoir attirer plus de gens. Puis, évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est de retenir les gens une fois la résidence permanente obtenue, avec une résidence permanente obtenue rapidement. C'est une belle opportunité, mais c'est aussi un énorme défi de par la mobilité des gens une fois qu'ils reçoivent leur résidence permanente. Donc, c'est très important, le volet de l'intégration et de la rétention. On peut pas le répéter assez, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, ceci conclut ma présentation. Merci. Merci Marie-Josée. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière présentation du panel que fera mon collègue de l'Université de Moncton, Leila Sall, qui est professeure agrégée de sociologie. Alors, Leila Sall mène des travaux de recherche sur les dynamiques migratoires. Il a publié plusieurs articles sur les entrepreneurs immigrants au Nouveau-Brunswick et sur les causes structurelles de la nécessité du recrutement de travailleurs étrangers temporaires dans les industries de transformation de fruits de mer dans les maritimes. Présentement, il mène une étude sur les niches d'emploi et les barrières d'accès au marché du travail des nouveaux immigrants francophones dans les maritimes. Et sa présentation d'aujourd'hui a pour titre « L'immigration francophone dans les maritimes, un défi aux lois migratoires et une créativité entrepreneuriale inédite ». Ouais, merci beaucoup. Je suis un peu enrhumé là, j'espère que je ne vous ai pas contaminé dans la salle. Donc, moi, je vais avoir le défi de vous tenir un peu éveillé là, parce que c'est la dernière présentation, tout le monde est fatigué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être un peu rebelle à mon PowerPoint là, je ne vais pas le suivre là tout à fait. OK? Donc, je suis chargé de parler de la transition vers la résidence permanente des étudiants internationaux. Donc là, je rappelle que c'est une recherche en cours qui est financée par l'IRCC. Et donc, rapidement, pour ne pas vous endormir là, j'aime bien parfois mettre l'accent sur des anecdotes, mais aussi sur des comparaisons. Donc moi, j'ai été étudiant international en France, étudiant étranger. Là-bas, il n'y a pas d'étudiant international, c'est étranger carrément. Et donc,
rapidement, juste pour établir quelques éléments de comparaison, c'est que l'étudiant international ici, quelque part, il est orphelin. Je dis, l'étudiant international ici au Nouveau-Brunswick, quelque part, il est orphelin. Je m'explique. Alors, en France, l'étudiant marocain ou sénégalais ou algérien qui arrive, il trouve souvent, dans la plupart des cas, beaucoup de membres de sa famille qui sont déjà installés. Si je prends juste mon exemple, la moitié de ma famille est en région parisienne, donc on n'était pas orphelin. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que quand on arrivait, la famille nous disait, écoutez, vous venez d'arriver là, il faut savoir comment le pays fonctionne là. Si vous voulez rester en France, il n'y a pas à passer par 36 chemins là, c'est le mariage. Et puis là, tu te disais, mais comment ça se fait? Je vais me marier alors que je ne suis pas amoureux de telle ou telle personne. Je ne suis pas amoureux d'une Française ou d'un Français. On va te dire, mais écoute, il y a des mariages gris, il y a des mariages blancs. Ben, marie-toi et puis tu as ta résidence permanente, tu restes. Et puis c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le cas de nous autres qui étions étudiants internationaux en France ou étudiants étrangers. Mais ici, quand même, les étudiants internationaux sont des orphelins. Comme je le dis, la plupart des membres de leur famille ne sont pas présents ici. Et donc, quand l'étudiant arrive, souvent, il est seul, il est isolé. Mais par contre, ce sont des étudiants internationaux qui ont des parents adoptifs. Et ces parents adoptifs-là, ce sont les organismes d'accueil, comme le CAFI, comme Magma. Ce sont aussi tous les programmes d'immigration mis en place pour favoriser leur sélection et leur rétention dans nos communautés. Okay? Et à ce titre-là, c'est sûr que pour la transition vers la résidence permanente, des progrès ont été accomplis. Il y a quelques années, moi, quand je venais d'arriver à Moncton en 2010, l'étudiant international, là, pour transitionner vers la résidence permanente, devait avoir un contrat de travail d'au moins une année. Et puis, dans son domaine de travail, souvent, et toutes ces exigences-là ont été balayées, là, du coup, ce qui veut dire que n'importe quel étudiant international qui finit, qui a son diplôme, peut appliquer pour avoir un permis post-diplôme, avoir de l'expérience de travail et puis appliquer à travers des programmes, soit au niveau fédéral, et je ne vais pas revenir sur ces programmes-là, mes collègues de l'IRCC en ont déjà parlé, soit au niveau provincial aussi pour être un candidat, un nominé de la province. Okay? Il y a des programmes aussi au niveau provincial. Et donc, ma collègue aussi de gauche en a parlé. Et donc, l'étudiant peut acquérir de l'expérience de travail et puis transitionner facilement vers la résidence permanente parce que toutes les barrières ont été levées, pratiquement. Et ça, c'est dans n'importe quel secteur du marché du travail. Vous avez beaucoup d'étudiants, et je vais y revenir, qui travaillent dans les centres d'appel, mais qui peuvent appliquer pour transitionner vers la résidence permanente. Alors, par contre, il y a des défis quand même qui subsistent là, des défis existent. Des défis, et je vais en citer quelques, parce qu'au niveau des employeurs, on note quand même des défis, une sorte de méconnaissance souvent des mécanismes de transition vers la résidence permanente existent. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que dans le cheminement pour transitionner vers la résidence permanente, il peut arriver que l'étudiant doive appliquer pour avoir un permis de travail, souvent fermé, parce qu'il doit avoir parfois le soutien d'un employeur pour transitionner vers la résidence permanente, ou bien avoir son permis post-diplôme. Et donc, ce qui arrive, c'est que l'employeur n'étant pas quelqu'un qui connaît bien les règles du jeu, souvent a tendance à dire, moi, je ne veux rien savoir, je ne vais pas, par exemple, payer $230 pour te permettre d'avoir ton permis post-diplôme, mais appliquer après, plus tard, pour la résidence permanente. Et donc, ce qui fait qu'on a eu des cas d'étudiants comme ça qui perdent facilement leur emploi et qui se retrouvent après dans des difficultés pour appliquer pour la résidence permanente. Alors, ça, c'est le premier défi. Deuxième défi aussi, c'est qu'il y a une concentration excessive d'étudiants internationaux dans les centres d'appel. Parce que souvent, ce qu'ils me disent là, au cours de cette recherche-là, c'est que, surtout dans la région du Grand Moncton, c'est Nordia qui nous permet de transitionner vers la résidence permanente. Donc, raison pour laquelle on est obligé de rester pratiquement là-bas jusqu'à ce qu'on ait la résidence permanente. Donc, ce qui fait qu'on a une sorte d'ethnicisation même de ce type d'emploi ici dans la région du Grand Moncton. Avec que maintenant, quand on parle de centre d'appel, automatiquement, les gens ont tendance à faire le lien entre étudiants internationaux et centre d'appel. Comme, je veux dire, il y a une sorte d'ethnicisation de ce type d'emploi-là. Alors, troisième défi aussi, c'est la maîtrise de l'anglais. L'étudiant international, surtout de l'Université de Moncton, qui arrive souvent, a tendance à penser que pour maîtriser l'anglais, il faut attendre d'avoir
son diplôme pour maîtriser la langue de Shakespeare. Or, ça ne se passe pas comme ça là souvent. Donc, il faut commencer dès le départ. Et ça, la plupart des étudiants internationaux souvent n'en ont pas conscience là. Ils sont concentrés dans leurs cours. Ben, c'est vrai que les cours, ça prend beaucoup de temps. Il y a tout le temps des examens, des évaluations. On n'a pas souvent le temps. Mais quand on veut attendre à la fin de son diplôme là, pour acquérir une seconde langue comme l'anglais, ça ne marche pas souvent. Et là, ça pose des défis pour avoir un emploi de qualité là et transitionner plus tard vers la résidence permanente. Alors, maintenant, dans cette recherche-là, j'ai quand même essayé de mener des entrevues pour voir quelles stratégies les étudiants développent pour transitionner vers la résidence permanente. Alors, ces stratégies, ça existe là parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est vrai qu'il y a des programmes d'immigration qui facilitent la transition vers la résidence permanente, mais aussi il y va de l'étudiant international aussi qui doit avoir certaines volontés et développer certaines stratégies pour transitionner vers la résidence permanente. Donc, ça se joue dans les deux sens en fait. Donc, les programmes facilitent la transition vers la résidence permanente, mais les étudiants internationaux aussi. Souvent, il y en a qui ont plus de facilité de transitionner vers la résidence permanente. Alors, j'en ai quelques cas là. Est-ce que je peux skipper un peu pour les stratégies? Ouais, peut-être. Alors, j'ai mis des noms fictifs. Hein. Ce sont des entrevues. C'est à l'issue d'entrevues que j'ai menées. Donc, j'ai mis quelques noms fictifs là. Le cas de Jeanne, par exemple, qui était à Moncton, ici, à l'université de Moncton, qui était dans le programme finance, à la faculté d'administration de l'université de Moncton, et qui est devenue résidente permanente. Bon, elle, c'est une Guinéenne, en fait. Bon, elle était ici, elle était toujours avec les membres de sa communauté guinéenne, francophone. Et donc, ce qu'elle nous a dit lors des entrevues, c'est que tant que j'étais ici à Moncton, je ne pouvais pas être bilingue là, et travailler dans mon domaine. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie en Ontario, à Toronto, plus précisément à Mississauga. Et il y avait sa communauté à Montréal, mais elle n'a pas voulu aller à Montréal. Elle est allée jusqu'à Mississauga, où elle allait se perdre dans la marée anglophone. Et là, elle a travaillé dans les centres d'appel. C'est là qu'elle est devenue parfaitement bilingue. Et après, elle a été recrutée assez facilement par une banque de la place, la banque Tangerine, qui l'a recrutée assez facilement parce qu'elle est devenue parfaitement bilingue. Et là, elle transitionne tranquillement vers la résidence permanente. Elle l'a appliquée, elle va l'avoir bientôt, après ce qu'elle m'a confié. Et elle fait tranquillement son chemin. Alors, ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est le cas d'Alfred. Alfred, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a délaissé l'université de Moncton pour aller dans les collèges communautaires. Et là, de plus en plus, il y a des étudiants internationaux qui disent que nous, on ne veut plus faire des formations universitaires longues où ça va prendre beaucoup de temps pour avoir un emploi et transitionner vers la résidence permanente. On va avoir l'emploi tout de suite là. Donc, ce qui fait que de plus en plus, il y a un succès du collège communautaire. Donc, maintenant, l'un des véritables concurrents de l'université de Moncton, ce ne sont plus les autres universités même, c'est le collège communautaire, parce que là, les formations sont plus courtes, plus concrètes pour les étudiants pour transitionner après vers la résidence permanente. Alors, l'autre cas, c'est le cas de Mouad, mais ça, je vais sauter parce que Mouad, en fait, il est dans la salle. Il pourra intervenir après et me poser des questions. Alors, troisième stratégie, c'est la concentration maintenant dans les disciplines professionnelles. Donc, à l'université de Moncton, ce qu'on note de plus en plus, c'est que les étudiants internationaux, quand ils viennent, effectivement, ils peuvent s'inscrire en sociologie, parfois en philosophie, etc. Mais dès qu'ils commencent à poser pied, à devenir conscients du fonctionnement du marché du travail et de la transition vers la résidence permanente, ils ont tendance après à changer de programme et à se concentrer de plus en plus dans des disciplines professionnelles comme sciences infirmières, comme finance, comme ingénierie, etc. Et là, vous avez un excès de concentration, justement, de ces étudiants internationaux-là dans ces disciplines professionnelles. Alors, c'est sûr que ça se fait à notre détriment. Par exemple, sociologie, philosophie, tout ça, ça se fait à notre détriment. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est explorer d'autres pistes pour transitionner vers la résidence permanente. C'est sûr que, d'après les défis que j'ai posés ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, une ethnicisation du marché du travail. Par exemple, excès de concentration des étudiants internationaux qui transitionnent vers la résidence permanente, excès de leur concentration dans des centres d'appel, par exemple. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de détecter quelques autres pistes de solutions, comme le bénévolat. Par exemple, au lieu de lier la transition, exclusivement la transition vers la résidence permanente à l'obtention d'un emploi, l'autre piste qu'on pourrait explorer, c'est le bénévolat, là, parce que on a besoin de gens, effectivement, on a besoin de gens qui soient recrutés dans le marché du travail, mais aussi on a besoin de travailleurs qui sont versatiles. Par travailleurs versatiles, j'entends des gens qui sont capables
de changer de poste dans le marché du travail. Par exemple, dans un secteur en crise, dans un secteur qui est en crise et qui licencie, ben, ces travailleurs-là peuvent plus facilement se trouver d'autres jobs parce que à travers l'expérience du bénévolat, ils ont pu acquérir pas mal d'expériences professionnelles dans différents domaines du marché du travail. Et donc, le bénévolat, dans ce sens-là, serait une piste à explorer. L'autre piste à explorer aussi, c'est l'entrepreneuriat. Et dans ce domaine-là, c'est sûr que nous sommes en retard parce que nous avons affaire de plus en plus à des immigrants qui sont connectés. Les étudiants internationaux qui arrivent ici, demandez-leur, souvent, ils viennent de familles qui sont des familles d'entrepreneurs. J'en ai rencontré un au cours des entrevues, là, un étudiant qui est un entrepreneur à succès et lui, il est spécialisé dans le vestimentaire. Et ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il achète ici des habits de marque, bon, pas de grosses marques, hein, comme H&M et tout ça, ou bien Calvin Klein. Et donc, il a sa mère qui est tailleur au Cameroun, et sa mère lui envoie des photos de design, de modèles de vêtements. Et donc, ce qu'il fait, c'est juste rajouter une touche à la camerounaise ou à l'africaine sur les chemises et pantalons et autres. Et pourtant, ça se vend très bien. Et ce que je me dis, c'est pourquoi attendre qu'un tel étudiant international ait un emploi pour lui donner la résidence permanente? Pourquoi ne pas lui accorder la résidence permanente du moment que c'est un entrepreneur à succès? Et donc, ça, c'est une autre piste aussi de réflexion à explorer. Alors, rapidement, donc c'est sûr qu'en Atlantique ici, on a des défis qui vont continuer de se poser parce qu'on a une exiguïté du marché du travail. On veut lier la transition vers la résidence permanente à l'obtention d'un emploi, mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que notre marché du travail, il est exigu et il est fragmenté aussi, il est segmenté. Et donc, si on veut exclusivement lier l'obtention de la résidence permanente à un emploi, mais c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que on risque de faire en sorte que ces étudiants-là, internationaux, soient concentrés dans un marché secondaire du travail que les nationaux ne veulent pas occuper du tout, comme les centres d'appel, comme l'industrie de transformation des fruits et mers, etc. Et ça aboutirait à un gaspillage de capital culturel, ni plus ni moins. Donc voilà mon intervention. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Excellent. Alors, merci à tous les panélistes. Il nous reste une dizaine de minutes pour questions, commentaires, réactions de la salle. Monsieur? OK. Merci, je me représente. Je m'appelle Alphonse Ndemarola. Je suis le président de l'association Francophonie albertaine plurielle dans l'Alberta. J'ai d'abord une question pour les fonctionnaires de l'immigration. Je suis actuellement en doctorat à l'Université de l'Alberta et au cours en 2015 et 2016, j'étais vice-président des étudiants de maîtrise et doctorat de toute l'Université de l'Alberta. Et l'un des problèmes que j'avais justement, que des étudiants posaient, aussi bien francophones qu'anglophones, c'est que le programme Express et les nouvelles réformes ne permettent pas aux étudiants de maîtrise et de doctorat qui enseignent dans les universités de faire valoir cette expérience d'enseignement comme une expérience professionnelle. À l'époque, je n'ai pas pu y répondre parce que, honnêtement, le domaine de l'immigration est extrêmement compliqué. Et il m'avait été dit que je n'ai pas le droit d'ailleurs de donner des conseils spécifiques en la matière parce que je ne suis pas avocat. Et donc, c'était extrêmement difficile de pouvoir répondre aux questions que les étudiants me posaient. Je saisis cette occasion parce que ça concernait à la fois les anglophones et les francophones qui étaient. J'espère que je pourrai ici avoir une réponse. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est à la représentante de l'immigration, l'accueil à Toronto notamment. J'ai remarqué que il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ce que vous faites à Toronto. C'est vraiment extraordinaire. Et avant vous, il y a quelqu'un qui est passé, qui était aussi de l'Ontario, et il y a des choses extraordinaires qui sont faites partout. Mais j'ai remarqué qu'il y a un domaine qui me paraît vraiment important, sur lequel nous réfléchissons au niveau de l'Alberta et sur lequel nous travaillons actuellement, mais qui ne me semble pas, il me semble qu'on n'y insiste pas beaucoup. C'est le problème de la participation et de la représentativité des immigrants dans tout ce processus. Pourquoi? Parce que
nous faisons du recrutement à l'extérieur. Nous faisons de la promotion à l'extérieur. Mais je vous assure, les personnes qui font la meilleure promotion pour le Canada, c'est les immigrants d'abord. Parce que mon cousin ou mon oncle qui est au Cameroun, parce que moi je viens du Cameroun, avant de venir au Canada, m'appellera d'abord pour savoir, mais Alphonse, dis-moi, en réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement là où tu te trouves? Et que vous le vouliez ou pas, la vie que je lui donne sera plus importante que la vie que n'importe qui d'autre peut lui donner. Donc, à mon avis, on n'insistera jamais assez sur la représentativité et la promotion du leadership des immigrants. C'est important et c'est critique. Et honnêtement, je jette simplement cela dans ce grand panel pour que nous en soyons conscients. Cela me semble stratégique. Merci beaucoup. Oui, donc je peux répondre sur la question des étudiants. Donc, merci beaucoup du commentaire. C'est vrai que les étudiants, l'expérience de travail pendant les études n'est pas reconnue. Donc, l'objectif de cette politique-là, c'est vraiment de s'assurer que les étudiants à temps plein se concentrent sur leurs études à temps plein. C'est assez limité, les possibilités d'emploi des étudiants. Donc, sur campus, c'est possible, mais à l'extérieur, c'est des permis supplémentaires. Et donc, c'est pour ça qu'on vient vraiment limiter l'expérience de travail une fois que les études sont terminées, pour que les gens vraiment acquièrent 1 an d'expérience de travail une fois diplômés dans leur domaine en particulier, mais ça peut être dans un autre domaine également. Et puis, c'est cette expérience-là qu'on reconnaît. Cependant, bon, je prends votre point et puis c'est le genre de commentaires qu'on utilise pour formuler des politiques dans le futur. Donc, on considère ces enjeux-là dans nos politiques, bien entendu. Voilà. Oui, juste un petit mot avant. On a une seule dernière intervention. Puisqu'on a un contretemps, on devra clore le plus rapidement possible. Donc, Madame, il va falloir que ce soit très bref. Oui. D'accord? C'est un très bon commentaire. J'avais ça dans ma liste de choses et j'ai pas eu le temps de le dire. Le Centre francophone est également un grand employeur de nouveaux arrivants. Et chez nous, l'effectif, le personnel représente exactement la clientèle que nous desservons. Donc, 80% de nos employés sont nés à l'extérieur du Canada et ils se retrouvent pas juste dans le front-line, mais à tous les niveaux de l'organisme jusqu'à la haute gestion. Alors ça, c'est également un élément de rétention extrêmement important, c'est de s'assurer que celui qui fait le cheminement se retrouve chez ceux qui le servent. Oui, alors, je vais donc clore le panel. Je suis désolée pour les autres questions, mais je vous invite à partager, à échanger par la suite parce que nous devons donc céder la parole à nouveau à notre maître de cérémonie. Et je remercie encore les panélistes pour ce